www.fmliberté.com. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit dont vous nous recevez. Vous êtes d'ailleurs très nombreux actuellement à l'écoute de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. L'événement cette semaine, c'est le transfèrement de Charles Blé Goudé à La Haye, l'ancien leader des jeunes patriotes, croupi désormais en prison dans les mains de la Cour pénale internationale. Le gouvernement ivoirien a décidé ce samedi de le renvoyer tout simplement devant les tribunaux internationaux. Avec vous ce soir en studio, Eric Alova, la technique, Bill Emile Davolk au micro pour discuter du transfèrement de Charles Blé Goudé. Nous avons comme invité M. André Silver Conan, journaliste, écrivain ivoirien, expert en communication politique. Monsieur André Sylvain Conan, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Êtes-vous tout d'abord surpris par la décision du gouvernement ivoirien de transférer Charles Blé Goudé à La Haye? Non, je ne suis pas du tout surpris. On a senti que les choses allaient se précipiter après que de nombreux médias relativement proches, plus ou moins proches de l'ancien président M. Laurent Gbagbo, ont persisté à présenter des images qui dataient, il faut bien le dire, de M. Charles Blé Goudé. Voilà, personnellement, j'avais déclaré dans mes traditionnelles prévisions de début d'année, puisque chaque début d'année, j'essaie de faire des prévisions de l'année. J'avais donc déclaré que M. Blé, à l'instar donc de Mme Gbagbo, ne serait pas transféré à la CPI. Eh bien là, concernant le cas Charles Blé Goudé, je me rends compte que la publication de photos non actuelles est passée par live. Cela a été, comme le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme l'a soutenu au cours d'une interview ce matin sur une radio internationale, cela a été un élément déclencheur. Donc, je pense que les proches de M. Blé Goudé, qui comptaient sans doute accabler le gouvernement de M. Ouattara à travers cette campagne de communication, n'ont qu'à s'en prendre à eux, même si bien sûr, tel n'était pas en réalité leur objectif. Justement, quelle était l'intention des auteurs de ces images polémiques et vous soutenez donc que ça a joué en défaveur de Blé Goudé? Absolument. Moi je dis que cela a joué radicalement en défaveur de M. Blé Goudé. J'aimerais qu'on replante un peu le contexte dans lequel il part à la CPI. Avant de revenir à cela, je vais juste me prononcer sur l'intention des auteurs de ces images. Moi, par principe, je ne me prononce pas sur les questions d'intention d'auteur, parce que moi, je suis écrivain, donc un auteur, et je sais que très souvent, les gens vous collent une intention d'auteur qui est parfaitement différente de votre réelle intention. Donc, j'ignore l'intention de ceux qui ont publié ces photos-là, mais étant donné qu'ils sont réputés farouches critiques de M. Ouattara, on peut bien sûr dire que ce n'était pas pour lui dresser des lauriers, mais on peut en déduire que leur objectif était manifestement, je ne dis pas leur intention, je dis leur objectif était manifestement d'accabler le gouvernement ivoirien, de le présenter comme un pouvoir qui est peu soucieux du respect des droits de l'homme. Ça m'a d'ailleurs pas manqué dans les titres des journaux proches de l'opposition, donc de l'ancien pouvoir. Des titres ont été particulièrement durs, voire violents envers le gouvernement. L'objectif donc pour moi était de nuire à l'image déjà présentée comme pas très réalisante du gouvernement de M. Ouattara. C'était donc une campagne de communication que je qualifierais de cynique. D'autant plus que les conditions de détention de M. Blé, tout le monde le savait, avaient parfaitement et radicalement changé depuis les premiers jours où il a été détenu à la DST, époque à laquelle ces photos ont été prises. Et là, ceux qui ont publié les photos le savaient très bien. Ils savaient que les conditions de détention de M. Blé n'étaient plus celles qui figuraient sur les photos. Mais ils ont pris le risque de mener l'opération de communication dans l'objectif de nuire au gouvernement, et c'est de bonne guerre puisque ce sont des adversaires politiques.
mais quand on mène une opération de communication, il faut s'attendre au retour du bâton. Donc pour revenir à l'image, à l'impact des images sur le transfèrement de M. Blé aujourd'hui à La Haye, bien je soutiens, oui, à 90%. Donc il reste 10%, je soutiens à 90% que ces photos ont contribué au processus de prise de position du gouvernement. Parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien, comme je l'ai situé le contexte. Il y a eu un avant la publication de ces photos et il y a un après la publication de ces photos. Avant la publication de ces photos, le gouvernement était peu enclin à envoyer M. Blé à la CPI. Je n'en veux absolument rien. Les déclarations des uns des autres sont là, y compris celles du président Ouattara. Toutes les déclarations des autorités gouvernementales sont là. Tous les échanges entre la CPI et les autorités ivoiriennes sont aussi disponibles. Je n'invente absolument rien. Donc, entre le 3 mars, donc date à laquelle la CPI a rejeté la proposition du gouvernement qui lui demandait de lui accorder un délai supplémentaire, et avant-hier donc, quelque chose s'est passé. Quel est l'élément nouveau qui est venu enrichir le dossier Blé Goudé? Eh bien, ce sont des photos, tout simplement. Donc, n'oubliez pas quelles ont été ces photos-là, prises dans un contexte où ces mêmes personnes qui ont publié ces photos, qui sont, il faut encore le rappeler, qui ne sont pas du tout proches de M. Ouattara, mais sont plutôt proches de M. Blé, et donc du camp Gbagbo. N'oubliez pas que ces photos ont été publiées dans un contexte où ces mêmes personnes et ces mêmes médias ont annoncé au pire la mort du président de M. Ouattara, au mieux sa paralysie totale. Donc la communication des dénigrements, quand elle est conduite par des gens, excusez-moi l'expression, irréfléchis, peut conduire à des réactions inattendues de la cible. Et là, avec ce qui est arrivé, ben voilà, je pense que ce sont les photos qui ont vraiment été l'élément catalyseur. Avec donc cette approche des autorités ivoiriennes, doit-on s'inquiéter pour Simone Gbagbo également sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI? Ma position sur le transfèrement de Mme Gbagbo à la CPI n'a pas encore changé. Elle restera en Côte d'Ivoire. En tout cas, elle est conforme aux prévisions que j'avais faites en début d'année. Pour moi, Mme Gbagbo restera en Côte d'Ivoire. Certes, l'évolution de la situation de M. Blé a prouvé que ma prévision en ce qui le concernait n'était pas juste, mais je reste pas convaincu, mais je reste ferme sur ma position selon laquelle elle ne devrait pas être transférée à la lumière de la position des autorités elles-mêmes. À moins que, comme dans les cas de M. Blé, des proches de l'ancien président M. Gbagbo se mettent aussi à initier une campagne de communication, je dirais cynique, contre le pouvoir, et donc laquelle campagne de communication, ce que j'appelle donc une campagne de communication cynique, c'est une campagne qui n'a pas rapport avec les conditions actuelles de détention des suspects. Voilà, c'est ça. Pour revenir aux photos de M. Blé dont on parle, elles ont été prises dans les premiers jours de sa détention à la DST. La DST, donc, qui est la direction de la surveillance du territoire. Vous voyez l'organe de contre-espionnage en Côte d'Ivoire. Ces photos ont été prises juste après son infiltration spectaculaire du Ghana. Il y a passé, je crois, quelques jours, 2 ou 3, je ne sais pas très bien. Et ces conditions de détention sont devenues un griffe normal. Voilà, les avocats, les proches de M. Blé, tous ceux qui suivent cette affaire de près, savaient très bien que M. Blé n'était pas détenu dans ces conditions exécrables. Il faut le rappeler, les conditions de détention de la DST ont toujours existé. Ce n'est pas une invention du gouvernement actuel. Sous M. Gbagbo, moi je connais très bien le couloir de certains présents en Côte d'Ivoire. Sous M. Gbagbo, c'était les mêmes conditions de détention pour tout le monde. Sous M. Guy Robert, M. Bégué, voilà, ce sont des conditions qui n'ont pas évolué. Du moins, je pense même que, bon, bref. Et donc, mais là, si vous voyez bien cette campagne de communication, la publication des images n'a pas amené les chancelleries présentes en Côte d'Ivoire à s'indigner, puisque elles savent la vérité, elles savaient
parfaitement que les photos publiées n'étaient pas conformes avec les nouvelles conditions de détention de M. Blé. A contrario, vous voyez, ces images ont apporté donc de l'eau au moulin de ceux qui réclamaient M. Blé Goudé, en l'occurrence la CPI. Et vous ne vous en doutez pas peut-être, mais la France est aussi l'homicide. Donc, si par une volonté, un objectif, dans un objectif de communication visant à nuire au pouvoir de M. Ouattara, des gens publient des documents qui n'ont pas rapport avec les conditions actuelles de détention. Par exemple, si je prends les conditions de l'arrestation de monsieur et madame Gbagbo en 2011, c'était la guerre, voilà, les gens, on ne sort pas, on ne prend pas son ennemi au cours d'une guerre comme on attraperait par les balles. Et donc, si par extraordinaire des photos jusque-là méconnues sortaient et que des gens les présentaient cela comme les conditions de détention de Mme Gbagbo, alors qu'ils savaient très bien que ces conditions se sont améliorées, ben, ça amène les gens à réagir et ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui les réclament justement. Alors, ils ont un moyen de pression supplémentaire sur le gouvernement et le gouvernement est obligé de lâcher. Mais le transfert de Blé Goudé à la CPI, est-ce un aveu d'incapacité du gouvernement ivoirien de rendre une justice équitable? Vous savez, sur cette question, ma position est connue. La justice, partout dans le monde. Je l'ai dit au cours d'un débat qui a soulevé une polémique, mais je reprécise ma pensée. Personnellement, je suis pour une justice équitable. Moi, je milite pour cela. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Depuis le traitement de la crise en 2002, je milite pour que tous les responsables soient jugés et punis pour cela, condamnés. Mais je suis journaliste et je suis un analyste. Je fais une analyse froide de la situation. Je dis, nulle part au monde il y a eu une justice des vaincus. Vous voyez, quand vous dites ça, ça frustre les gens. Mais je leur dis, ce n'est pas ce que je souhaite, moi, que les vainqueurs imposent leur justice, mais je dis, nulle part au monde, depuis la nuit des temps, depuis que les États, les peuples ont commencé à se faire la guerre, en dépit du fait que, en même guerre, il y a des dérapages des deux côtés, nulle part au monde, il n'y a eu une justice des vaincus. C'est les vainqueurs qui disent sa justice. Et dès le départ, dès les premiers jours, cette justice cible les vaincus. C'est malheureux que ce soit comme ça, mais il en est ainsi. C'est malheureux. Moi, je ne défends pas la justice des vainqueurs. Je milite pour que tout le monde soit jugé et condamné, que tout le monde paye pour ses crimes, mais je constate, et c'est un fait qui n'est pas contesté, personne ne me dira le contraire, que la justice a toujours été celle des vainqueurs. Voilà ma position sur la question. www.fmliberté.com. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct avec André Sylvain Konan, journaliste et écrivain ivoirien, expert en communication. Nous discutons du transfert de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Ouais, Monsieur André Sylvain Konan, beaucoup d'Africains ont une opinion très défavorable de la CPI et pensent que c'est juste un instrument de néocolonialisme. Les États africains, selon vous, doivent-ils se retirer de la Cour pénale internationale, comme certains le suggèrent? Bon, ma position est radicalement simple. Moi, je milite pour une Cour africaine de justice. Ouais, non, pour une Cour pénale africaine, CPA si vous voulez. Pour une Cour pénale africaine. Mais je dis aux gens, montrez-moi quelle Cour africaine juge les hauts responsables présumés des crimes et des génocides en Afrique. Comme me donne un exemple, c'est tout. Et pourtant, les pires crimes du XXIe siècle, c'est en Afrique. Voilà. Ma position est très ferme. Tant qu'en Afrique, on n'aura pas une Cour pénale africaine et qu'on ne jugera pas et condamnera pas le premier chef africain, le premier chef d'État africain, ou bien le premier responsable politique africain qui aura commis des crimes et serait trempé dans des crimes de génocide,
je soutiens la Cour pénale internationale. C'est aussi simple que ça. Tous ceux qui disent on ne soutient pas la CPI sont suspects à mes yeux. Ce sont justement des gens qui militent pour l'impunité. Ce sont des gens dont les proches ou dont les mentors sont impliqués dans les crimes. Ce sont eux qui disent on ne veut pas de la CPI. Mais si on ne veut pas de la CPI, quelle cour africaine juge les responsables, puisqu'il y en a des crimes en Afrique, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Quelle cour africaine le fait? Regardez les cas ici à Nabré. Depuis combien d'années les Africains essaient de les juger? Et pourtant, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas eu de crimes du tout. Depuis qu'il y a eu des guerres en Centrafrique, en RDC, au Congo-Brazza, au Kenya, Burundi, qui jugent les responsables des crimes commis sur ce territoire, des crimes graves, d'atteinte à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui les jugent. Donnez l'équation, c'est aussi simple que ça. Tous ceux qui nous diront, c'est une cour pénale, c'est une cour néocolonialiste, je leur dis, vous êtes suspects. Voilà, parce que quand même, il ne faut pas que les Africains se comportent comme s'ils sont en dehors du monde. La Cour pénale internationale a été mise en place par quoi? Par le Conseil de sécurité de l'ONU, auquel appartient, l'ONU donc à laquelle appartiennent les États africains. Il ne faut pas que les Africains pensent qu'ils sont en dehors du monde. Ils sont dans le monde. Mais les gens souvent me brandissent le cas syrien, afghan et tout cela. Je leur dis deux choses. Première chose, je ne suis pas afghan, je ne suis pas syrien. Et j'aimerais bien que les Afghans et les Syriens eux-mêmes disent, nous voulons qu'on juge telle personne pour avoir commis des crimes. Mais pourquoi est-ce que ce sont les Africains qui sont tout le temps en train de se battre pour que les autres aient des droits, alors qu'eux-mêmes ne se battent pas pour leurs propres droits? Laissez les Syriens et les Afghans régler leurs problèmes parce que vous n'êtes ni Syriens ni Afghans. Nous sommes Africains, nous devons nous battre pour que l'impunité cesse en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dis souvent aux gens, mais écoutez, vous ne voulez pas de la CPI, je suis bien d'accord, mais vous dites que c'est un truc néocolon, tout ça, je suis aussi bien d'accord, mais comprenez comment la CPI fonctionne. La CPI fonctionne par défaut. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quand les juridictions nationales ne font pas leur job, ou pour une raison ou pour l'autre, c'est à ce moment que la CPI prend le relais. Mais qu'est-ce qui se passe par exemple en Afghanistan, en Irak? Regardez les scandales qui ont eu lieu dans les prisons d'Abu Ghraib, qui ont impliqué des soldats afghans. Mais la cour martiale américaine s'est saisie de l'affaire, a jugé et condamné. C'est ça la différence entre les États développés et les États africains. Nous, on dit on n'en veut pas parce qu'on encourage l'impunité. Mais prenez par exemple, il y a eu une affaire en Côte d'Ivoire, l'affaire Maï, du nom d'un monsieur qui était présenté comme un coupeur de rose, donc un bandit, qui a été abattu par les forces françaises à l'ouest du pays. Mais la Côte d'Ivoire elle-même n'a même pas mené d'enquête sur le sujet. Mais les responsables de ce meurtre en Côte d'Ivoire ont été jugés en France, condamnés pour certains. Bon, c'est vrai que c'était une condamnation que j'ai jugée injuste, mais au moins il y a eu un procès. Et en Afrique, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Et donc, tous ceux qui vous diront, c'est une cour néocolonialiste, je leur dis, vous êtes des suspects, vous êtes des suppôts des assassins de nos frères, des assassins de nos peuples, vous êtes des complices de ceux, des dirigeants qui continuent de massacrer leur peuple et veulent bénéficier de l'impunité. Voilà ma réponse. Oui, mais au même moment, nous avons le cas libyen. Les autorités actuelles de la Libye ont refusé de livrer les proches de Kadhafi à la CPI, notamment son fils Saïf al-Islam, qu'ils ont décidé de juger eux-mêmes. La Côte d'Ivoire pourrait faire pareil? Oui, non, le cas libyen, c'est ce que j'explique. J'ai dit, la CPI agit par défaut. Vous voyez, la CPI n'a pas compétence pour
pour se saisir de tous les dossiers qui se passent en Afrique. C'est quand les juridictions nationales refusent, enfin, se disent incompétentes pour une raison ou pour une autre, la raison peut-être politique comme judiciaire, que la CPI se mette en branle. Là-bas, les Libyens veulent les juger. Mais le problème que la CPI pose, c'est est-ce qu'ils auront droit à une justice impartiale? Moi, je pense que non. Il ne faut pas se leurrer. Autant on ne veut pas que ces gens aillent, les criminels présumés africains aillent à la CPI, autant, comme je l'ai dit, nos justices sont celles des vainqueurs. Voilà la problématique. Donc, généralement, ceux qui vous disent on ne veut pas qu'ils partent à la CPI, c'est en réalité libérer-les parce qu'ils n'ont rien fait. Donc je dis, ah non, il y a 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et il y a bien quelqu'un qui est responsable de cela, dans un camp comme dans l'autre. Et donc, sur la justice, non situera. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est à la Cour pénale internationale. Peut-on encore parler de dialogue et de réconciliation en Côte d'Ivoire? On a vu le président de la CDVR, Charles Konan Banny, tenir des propos mesurés. Mais la situation de Blé Goudé aura quand même un impact sur le dialogue en Côte d'Ivoire? Bien sûr, nécessairement. Il faut bien comprendre que, vous savez, les Ivoiriens sont divisés pour la plupart entre deux camps. C'est l'esprit manichéen. Ceux qui sont avec M. Gbagbo, ceux qui sont avec M. Ouattara. Ceux qui sont avec M. Gbagbo, pour eux, tout ce que le camp Ouattara fera est mauvais, et vice-versa. Voilà. Et donc, quel que soit, moi je veux vous dire très, très fermement, pour les pro-Gbagbo, la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est libérer Gbagbo, libérer Blé Goudé, libérer Simone Gbagbo. Ce n'est pas les juger, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas du tout être naïf. Et donc, qu'ils soient jugés et condamnés, les gens diront, même avec des preuves irréfutables, les gens diront, ça ruine la réconciliation. Voilà. Encore que même qu'ils sont libérés, les gens vous rétorqueront, oui, mais il ne fallait pas les arrêter. Donc ça, la réconciliation, on n'en veut pas. De l'autre côté aussi, les pro-Ouattara, si demain, l'un des commandants des anciens seigneurs de guerre est transféré à la CPI, eux aussi diront, ah non, ce sont ceux qui ont permis qu'on chasse M. Gbagbo du pouvoir, donc ça ruine la réconciliation. Quand il n'est pas libéré, on est parti, attendez, il faut arrêter ce sujet-là. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et quand je parle de 3000 morts, c'est seulement pendant la période post-électorale, la crise post-électorale. De 2002 à 2011, il y a eu des morts. Il y en a eu beaucoup. Il y a des gens qui ont été massacrés. Qui est responsable de cela? Qui doit payer pour cela? Mais ces gens qui ont été tués ne se sont pas tués, auto-tués, excusez-moi l'expression. Il y a bien quelqu'un. Mais pourquoi personne n'est responsable de rien en Côte d'Ivoire? Pourquoi on veut passer tout ça par perte des profits au nom d'une réconciliation à laquelle en réalité personne ne croit? Moi je veux dire, les gens citent souvent les hommes sud-africains. Mais les hommes sud-africains, les gens ont été obligés de venir témoigner. Rappelez-vous un peu le dossier Frédéric Declercq qui a été menacé de passer devant une cour pénale. Mais les gens ont été contraints de venir passer dans les commissions vérité et réconciliation parce qu'ils savaient très bien que s'ils refusaient, la justice allait s'appliquer à eux. C'est cela. Mais en Côte d'Ivoire, les gens vous disent, vous savez, tant qu'on ne libère pas telle personne, il n'y aura pas de réconciliation. Comme si la réconciliation, c'était, si vous voulez, une denrée qu'on partait au marché acheter et que, bon, parce que le taximètre qui m'a conduit au supermarché a mal conduit, donc, ah non, ce n'est pas cela. La réconciliation, c'est dans les cœurs. Mais mieux, il doit avoir la justice doit amener les gens à se projeter dans la vérité, donc pour reconnaître leur tort et demander pardon. Mais tant qu'il n'y a pas de justice, écoutez, la réconciliation dont on parle, la preuve, c'est que des gens ont dit, vous savez, si les prisonniers, si M. Afin s'en sort, ça va contribuer à la réconciliation, M. Afin est sorti, on est encore là. Voilà. Donc, moi je dis, ma position est connue sur cette affaire, il faut que la justice s'applique. Et il faut que les responsables de tous les camps
qui ont commis des crimes payent. Je ne milite pas pour que les crimes qui ont été commis passent par perte des profits. Je ne suis pas d'accord. Et moi, je milite pour que tout le monde paye. Oh oui, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle de 2015. Est-ce que Ouattara tente d'intimider les actuels leaders du FPI, histoire de reprendre la main à la veille de ce scrutin? Bon, je ne sais pas s'il a perdu la main. Voilà. Enfin, c'est vraiment pour rire. Mais la politique, il ne faut pas être dupe. La politique est un jeu d'intimidation perpétuel. C'est un jeu de pression, perpétuel. Mais il faut bien comprendre que le candidat potentiel pour le GFPI, en dehors de M. Gbagbo, d'ailleurs j'ai prédit que M. Gbagbo serait le candidat du GFPI en 2015, en dépit du fait qu'il serait encore à la CPI, mais le candidat potentiel en dehors de M. Gbagbo du GFPI, c'est M. Afin Guesson qui était en prison et qui est sorti. Il est clair que tout cela aussi est sous-tendu par des calculs politiciens, mais je pense que si le FPI ne se réorganise pas et n'adapte pas sa stratégie globale, puisque celle actuelle est basée sur la providence, les improvisations liées à des visions messianiques tout aussi loufoques les unes que les autres, et qu'elle ne s'inscrit pas dans la réalité. Voilà, mais qu'elle préfère s'enfermer dans la propagande inconséquente. Mais je vous avoue que M. Ouattara sera encore là jusqu'à 2020, voilà. Et donc, pour répondre clairement à votre question, c'est la politique est un jeu de pression et d'intimidation perpétuelle de tous les camps. Encore faudrait-il que ce soit loyal, voilà. Et donc, 2015, effectivement, est dans la tête de tout le monde, et chacun a fait ses armes. Le FPI a d'ailleurs demandé à la population de boycotter le recensement, et son président Pascal Afin Guesson estime, je cite, qu'il faut d'abord boucler le dialogue politique et engager la réconciliation nationale pour que tout le monde soutienne ce recensement. Êtes-vous de cet avis? Non, moi je suis... j'ai bien suivi les propos de M. Afin Guesson, c'est de la politique. Voilà, comme je dis, c'est un jeu de pression perpétuelle. Maintenant, bon, on verra si les Ivoiriens suivront son appel ou pas. Être de son avis ou pas n'est pas le problème. Le problème, c'est les Ivoiriens accepteront-ils de se faire recenser ou non? Parce que je précise que c'est pas un recensement politique, c'est un recensement général de la population qui n'a pas eu lieu depuis 16 ans, depuis 1998. Le dernier recensement remonte avant l'avènement de la Deuxième République, donc les statistiques datent quand même un peu. Bon, voilà, après, de façon pratique, ça commence demain, on verra si les Ivoiriens boycotteront ce recensement ou non. C'est un OETL. FM Liberté, l'esprit du patriote. De manière générale, Monsieur André Sylvain Kouna, quel regard portez-vous sur la présidence d'Alassane Dramane Ouattara? Je pense que il essaye de faire quelque chose. La stratégie globale, c'est la stratégie des grands travaux qui amène donc une croissance forte. Cette croissance forte est indéniable. Elle tourne, l'année dernière, elle était de 9%. Cette année, elle tournera certainement un peu plus de 8%. Ils visent un taux de croissance à des chiffres. La stratégie, donc, c'est la stratégie des grands travaux qui amène effectivement de la croissance. Il n'empêche, les Ivoiriens ne découvrent pas, ne ressentent pas encore les effets de cette croissance. Bien sûr, les autorités expliquent que une personne qui était convalescente pendant des mois et des années ne s'élève pas pour courir 100 mètres en 9 ou 10 secondes le lendemain de sa guérison. Mais je pense qu'il y a un travail de communication à faire, puisque
certains responsables du pouvoir ont quand même fait miroiter certaines choses et les Ivoiriens sont légitimement fondés à réclamer beaucoup mieux un mieux-être, à réclamer que le pouvoir d'achat soit beaucoup plus conséquent. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est la problématique de nos pays africains. Il y a tellement de choses à faire que la ligne, il faut avoir une ligne bien précise et adapter sa stratégie. Bon, les stratégies par rapport à l'objectif sont discutables. Moi personnellement, parce que j'ai une expérience chinoise, je privilégierais d'autres choses comme l'agriculture, puisqu'on a des forêts, des terres qu'on n'exploite pas du tout en Afrique. Il suffit d'être dans un avion, vous allez voir le scandale que ça représente. Je pense qu'on devrait davantage encourager les jeunes à retourner à la terre, pas par des slogans, mais par des moyens techniques. Les organiser en coopérative, les former, leur donner des moyens d'accéder à la propriété foncière et surtout aménager les bas-fonds, mettre en tout cas des moyens techniques, des grandes machines à leur disposition, créer des unités de production, des unités industrielles de transformation. Bon, voilà. Mais, comme je l'ai dit, chaque dirigeant qui arrive au pouvoir a sa façon de voir les choses, a sa vision des choses. Et je ne suis pas sûr qu'en Afrique, les dirigeants viennent au pouvoir pour faire du mal. Je pense que leur première ambition, c'est de laisser une trace dans l'histoire. Malheureusement, les moyens qu'ils utilisent très souvent pour atteindre les objectifs se détournent très souvent et bon, ça amène des dérapages. Donc, M. Ouattara fait ce qu'il peut, selon l'ambition qu'il nourrit pour le pays, sauf que les Ivoiriens ne ressentent pas encore les effets de cette ambition. Pour conclure, André Sylvain Kouna, comment voyez-vous l'élection présidentielle de l'année prochaine en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeux sont déjà faits en faveur de Ouattara? Se dirige-t-on vers un scrutin apaisé ou bien un nouveau cycle de violence sanglante? Moi, je vais répondre très radicalement. On n'y va pas, on ne se dirige pas vers un scrutin apaisé. Voilà. Parce que les prévisions que je fais, c'est que le candidat du FPI s'appellera M. Laurent Gbagbo. Or, M. Laurent Gbagbo, à moins que la CP le libère entre-temps, ce qui n'est pas très évident, en 2015, M. Laurent Gbagbo devrait être encore en prison. Alors, vous comprenez le schéma qui se dessine. Voilà, le FPI, tu vas exiger qu'on libère M. Gbagbo alors que cela ne dépend plus de la Côte d'Ivoire, qu'il vienne être candidat. Il y aura même certains agendas secrets au niveau du FPI entre ceux qui voudraient bien que on tourne la page de M. Gbagbo et qu'on positionne notre personne, en l'occurrence M. Afingifan, qui est l'actuel président. Et donc on se dirige effectivement vers un mouvement brownien qui ne dira pas son nom. Et tout ça, ça va jouer. Hein. Certes, il y aura des tensions, voire des violences, mais je pense que si M. Ouattara n'a pas de candidat sérieux, puisque je suis convaincu que le PDCI, son allié, s'alliera à lui pour être le candidat unique de la mouvance présidentielle, M. Ouattara aura devant lui des candidats qui n'ont pas une envergure nationale. Donc, voilà, il pourrait passer sans problème, sauf qu'il y aura des troubles, que bon, c'est toute chose que les Ivoiriens auraient bien pu s'en passer. André Sylvain Kouna, journaliste ivoirien, expert en communication politique, merci d'intervenir en direct sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Je vous en prie, merci beaucoup à vous et bonne continuation. Merci. Merci également à Erika Lovor à la technique. Je suis Bill Emile Davolk au micro. Restez toujours en compagnie de nos programmes FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, et nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. FM Liberté, un autre son de cloche. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.
L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.